Là, les gars, ça s'annonce incroyable, ok? Je pense que je vais devenir fou. Je pense que la fin est proche. Et là, nous allons regarder une vidéo de encore Daniel le Russe. Daniel le Russe. Et let's go, hein. On va regarder jusqu'au bout. Puis on va dire ce que j'en pense en même temps, prendre des pauses, etc. Puis c'est ça. Paste your YouTube link into our AI and it would create scroll-stopping thumbnails for you. Vous vous rappelez de Palm Beach Pete, le sosie Oui, officiel je de me Jeffrey rappelle. Epstein? Epstein is alive. Non, mais il ressemble trop. Il ressemble trop. Oh mon Dieu. En plus, j'ai regardé que 3 minutes, 4 minutes. Et je me suis dit, non, faut que j'attende jusqu'à ce soir. En plus, j'ai d'autres vidéos. Donc, on continue, les gars. Alors, au début, on l'a pris pour Jeffrey lorsqu'on l'a croisé sur la route. Après, c'est vrai que quand tu le regardes comme ça, je vois pas qui ça peut être d'autre. Mais imagine, tu vois vraiment ça. Imagine, tu vois vraiment ça. Genre, obligé de filmer, moi aussi, j'aurais fait la même réaction. Is alive. Alors, au début, on l'a pris pour Jeffrey lorsqu'on l'a croisé sur la route. Après, c'est vrai que quand tu le regardes comme ça, je vois pas qui ça peut être d'autre. Il a buzzé, donc on l'a retrouvé et il a dit partout que non, ce n'était pas lui. Non, je ne suis pas Jeffrey Epstein. Je suis Palm Beach Pete. Palm Beach Pete va très bien. Je ne suis vraiment pas Jeffrey Epstein. Je suis juste moi-même. Je n'ai absolument rien à voir avec Jeffrey Epstein. Parce que c'était juste son sosie. J'ai juste eu le malheur de lui ressembler. Et je suis juste une version plus belle que Jeffrey. Pour moi, perso, il est aussi malsain que le vrai Jeffrey, franchement. Ah ouais, Et ils ont pourquoi? comparé sa dentition C'est ça qui est trop bizarre. Ici, c'est similaire. Hein. C'est plus reculé, j'avoue. Ici, c'est plus reculé, mais... Ouais, j'avoue. et regardez les dents là. Bah effectivement, ça ressemble beaucoup, quoi. C'est les mêmes défauts. Ensuite, il a avoué qu'il a déjà fait une soirée avec Jeffrey Epstein. Non, fallait pas dire ça. Mais moi, je pense que c'est Jeffrey hein, qui est camouflé. Hein. Je suis allé à quelques soirées où Epstein, il était là. Quoi? Quand ils se sont vus à une soirée, ils étaient comme ça ou quoi? Mais je ne l'ai jamais vraiment rencontré, ni eu de conversation avec lui. Je l'ai juste vu en soirée. Et maintenant, j'ai retrouvé que Palm Beach Pete, donc ce sosie, il est dans les fichiers Epstein. Un email de novembre 2011 qui est adressé à Jeffrey Epstein lui dit « J'ai vu ton jumeau hier soir. Mon cœur a presque sauté de ma C'est qu'en 2011. poitrine en le voyant. La ressemblance est incroyable. Mais il a embrassé un autre homme dans la rue. Ça doit être le même que celui qu'une de tes amies a vu récemment. Attendez. Mais en 2019, vous disiez que vous viviez à New York. Oui. Donc vous étiez partout où il allait. Oui. D'ailleurs, ce sosie-là, il vient de se faire bannir d'Instagram. Et du coup, il a enregistré une vidéo où il demande à Mark Zuckerberg pourquoi. Hey Mark Zuckerberg, c'est Palm Beach Pete. Je voulais juste rétablir la vérité et dire que je suis allé sur Instagram pour informer les gens que je n'ai rien à voir avec Jeffrey Epstein. Je suis Palm Beach Pete et je voulais juste partager des ondes positives. Je comprends pas pourquoi tu m'as supprimé de la plateforme. Et j'ai entendu que tu déménages en Floride. Peut-être qu'on pourrait se voir. C'est quoi ces mouvements de dents super chelous? Je sais pas comme vous, mais moi, il me donne des frissons, ce mec. Il est encore plus malsain que Jeffrey. Les gens, du coup, ils commencent à fouiller sur lui. Ils commencent déjà à trouver des photos super suspectes. Comme avec des minicoms comme ça. Alors ce mec, soit c'est le vrai Jeffrey Epstein, soit il avec... Peut-être c'est sa petite fille, hein. Je sais pas. Peut-être. Mais on sait pas. Montrer une photo comme ça, je peux pas rien dire. Je sais pas. des minicoms comme ça. Alors ce mec, soit c'est le vrai Jeffrey Epstein, soit il est encore pire que lui. Et je vous jure, faut aller fouiller son ordinateur. Bon, celui qui a été mentionné des milliers de fois, bien sûr, c'est Donald Trump. On en a déjà parlé. Mais là, j'ai retrouvé un nouveau cas qui me dégoûte au possible. Parce que dites-vous que j'ai retrouvé qu'une des victimes, étant minicom, a essayé de Donald. T'as vu ce Ça, c'est le plus intéressant. Ça, c'est incroyable. truc, ça circule sur internet. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. C'est l'histoire de Sacha Riley. Je suis allé sur Substack et j'ai écouté l'interview de la personne victime du trafic. C'est pire que tout ce que tout le monde imaginait. C'est très très troublant et effrayant. Je sais que j'ai l'air d'une folle, mais je ne le suis pas. Il y a un témoignage de Sacha Riley. Je demande aux gens d'aller vérifier et d'écouter par eux-mêmes. J'ai eu plusieurs rencontres avec Trump et c'est pour ça que j'ai essayé de le ce fils de parce que c'est un monstre. C'est pour ça que je n'ai pas fermé ma gueule sur à quel point il est absolument abject en tant qu'être humain. Donc oui, il y a Sacha Riley qui a avoué qu'il a été
par Donald Trump. De toute façon, ce mec, dès son enfance, sa vie, c'est un enfer. Il décrit une enfance marquée par des V physiques et S. Il est né en 1973 et il explique que les abus sur lui ont commencé bien avant qu'il comprenne réellement ce que c'est. Sacha a été adopté à l'âge de 4 ans. Mais en réalité, c'était pas vraiment une famille, c'était plutôt une organisation. Son père adoptif, William Kyle Riley, utilisait l'adoption comme couverture légale pour du d'enfants. Et son père adoptif était très lié à Jeffrey Epstein. En fait, c'était un des pilotes de Jeffrey. Il transportait toutes ces personnes riches à ces soirées dégueulasses. Je sais qu'il était autour d'Epstein et qu'il travaillait avec lui. Il était pilote pour Epstein. Ce n'était pas directement pour transporter Jeffrey lui-même. Il transportait certaines personnes riches vers ces soirées. Et bien sûr que le nom de son père apparaît dans les fichiers d'Epstein. Voici William Kyle Riley. Et je vais essayer de ne pas pleurer en disant ça, mais lui et sa nouvelle femme Cindy, avec tout ce que j'ai en moi, j'espère que cet enfant de 6 ans ne vit pas avec eux, même s'ils ont clairement une chambre pour lui. Et j'ai confirmé que William Kyle Riley est vraiment pilote. Et du coup, les parents de Sacha l'amenaient à ces soirées spéciales. Ces soirées duraient plusieurs jours. Certaines personnes présentes étaient très connues, comme par exemple Clarence Thomas ou Lindsey Graham. Elles ont été impliquées dans des Imaginez les gars, c'est Donald Trump, l'élu genre. L'élu que tout le monde croit que c'est un héros, en fait, c'est le mal absolu. Genre, le gars de droite, parfait, les économies vont avancer, mais dès qu'il est arrivé sur le trône, ça fait que ça, que ça, que ça. Comme ça, après, ça va faire boum, boum. Est-ce que c'est le début de la fin, les gars? Faut faire de l'argent. Faut faire... Même, est-ce que même faire de l'argent va servir à quelque chose? Oh my god. choses moins graves, tout en étant au même moment, au même endroit, où ces choses bien plus horribles se produisaient, mais sans forcément y participer directement. Et chaque jour, les soirées devenaient de plus en plus dégueulasses. Et ça s'émancipait petit à petit. Mais ce qui restait jusqu'à la fin, c'était les plus dégueulasses. Sacha explique qu'à la fin, il restait plus qu'un tout petit groupe d'hommes. Et il affirme que Donald Trump y restait très souvent, et qu'il l'a croisé plusieurs fois dans les années 80. Donald Trump était le grand patron, et Epstein était un peu une sorte de manager. Sacha décrit Trump comme étant une personne qui prenait du plaisir non seulement à de l'agression S, mais aussi qui fait la terreur psychologique. Il adorait faire monter la peur, bien avant les abus. Ce qu'il aimait, c'était de regarder les gens souffrir. Il voulait que je ham-ham avec lui. Il s'est allongé sur le ventre, et là, attention, son témoignage, il est hardcore. Et il y avait un piquet de tente en bois dans la pièce. Je le regardais comme une arme. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un préservatif sur le piquet, et je lui ai enfoncé dans le derrière. Puis j'ai donné un coup aussi fort que possible. C'est pour ça qu'il a dû être évacué d'urgence par hélicoptère, parce que je l'ai littéralement ouvert. Et même s'il manque de preuves officielles de cette histoire, il est connu depuis très longtemps que Trump, en fait, a des problèmes dans le transit de derrière, et qu'il a surtout You, just you, What the building fuck? your app on base 44. une Si je le crois, en vrai, j'aurais tellement tendance à le croire, parce qu'il me parle face à face. Parce que si c'est quelqu'un qui travaille pour l'armée, hein, il pilote de chasse. Puis je me demande comment ça se fait qu'un milliardaire n'a pas terminé sa vie, parce que quand même, ce gars-là, faut le terminer. odeur particulière. Son surnom, c'était lingette humide. Il se faisait souvent dessus sur le tournage de The Apprentice. Il est incontinent et c'est incontrôlable. Il porte des couches depuis probablement les années 90. Je l'ai vu de mes propres yeux sur Celebrity Apprentice à la fin des années 2000. On devait arrêter le tournage pour le changer. Alors on se demande pourquoi personne n'a ressorti de vrais dossiers médicaux là-dessus. Si Donald Trump est vraiment allé à l'hôpital, il doit bien y avoir une trace, une intervention, un rapport, quelque chose. Puis on se rappelle que le seul médecin qui avait évoqué publiquement certains traitements sur la santé de Trump, il a été perquisitionné et licencié. Donc pour moi, tout reste sous secret. Comprenez pas pourquoi tout le monde faisait tout un scandale autour d'un médicament pour faire pousser les cheveux, alors que ça semblait si important pour lui. Ah, des visages très connus dans les dossiers Epstein, il y en a des masses. Comme par exemple là en 2010, à Manhattan, à l'entrée de l'immense baraque de Jeffrey, il y a une jeune blonde qui appuie sur l'interphone, puis la porte s'ouvre. Une autre fille sort, puis une autre arrive, puis une autre repart, et c'est toute la journée, c'est un défilé. Et puis en fin d'après-midi, la porte s'ouvre une dernière fois. Et la surprise, c'est pas un trader ou un influenceur crypto, non, c'est le fils de la reine d'Angleterre. Tranquillou, détendu, le mec sort comme s'il venait de prendre un thé. On voit la tête du prince qui sort. Il regarde discrètement à gauche, à droite. Ça se voit qu'il a pas envie d'être filmé. Ah, parce que là, c'est un des secrets les plus sombres de l'élite mondiale. Et le plus fou dans tout ça, c'est que pendant des années, personne n'a rien dit. On a laissé faire. Alors mets un like là tout de suite pour que tous ces noms soient révélés. Et pour que tous ces coupables C'est soient cette punis. photo, les gars? Mets un like là tout de suite pour que Les gars, je découvre la vidéo en même temps que vous. tous ces noms soient révélés. Non, mais c'est... Imagine, t'es riche, puis on te voit. Parce que
C'est vraiment le roi? Est-ce que c'est vraiment le prince? Imagine, t'es comme ça. Pas mon fucker au gym en plus. Oh mon Dieu. Le monde va mal. Et pour que tous ces coupables soient punis comme ils le méritent. Et la plupart, je vous jure, qu'ils méritent la peine de... Allez, je sens que vous êtes prêts pour découvrir les nouveaux blasts de célébrités dans les fichiers Epstein. Alors, c'est parti. Alors dans ces messages, un qui donne le plus la nausée, il vient d'une figure bien installée dans la haute société new-yorkaise. C'est Peggy Segal, une publiciste reconnue, elle est connue pour organiser... Les meufs qui passaient et tout, c'était clairement des escortes. C'était clairement des escortes. Imagine, tu vois ta daronne faire ça, qui regarde de gauche à droite. Oh my god. Reconnue, elle est connue pour organiser des dîners ultra... Oh my god. Genre, j'imagine, il y a une vidéo de toi qui rentre chez quelqu'un. En vrai, tu pourrais clairement dire, ah non, c'est pour parler de business en fait. Anyways, quel business? Ça joue à quoi? Quel business? Select entre acteurs, producteurs et tous les autres gens influents d'Hollywood. C'est une meuf qui a du réseau et qui met des gens en contact. De toute façon, dans ce monde, tout se fait que comme ça. Moi, ça me dégoûte. Et en 2009, elle a écrit à Jeffrey pour l'informer qu'elle part en vacances au Kenya. Et elle le remercie pour son hospitalité. Et elle enchaîne avec une phrase lunaire. Puis-je t'amener un minicum? Ou peut-être deux. Tu préfères un garçon ou une fille? Ah là, c'est pas une blague. Il y a aucun contexte qui puisse sauver cette phrase, rien. Comme si elle proposait de ramener du vin. Ce qui fait flipper, c'est que ce message, c'est du officiel. C'est vérifiable sur le site de la DOJ, vous pouvez le taper. Parce que ouais, les fichiers Epstein ont révélé des choses très dérangeantes. Pendant des années, on nous a expliqué que Pizzagate, c'était un truc de complotiste, une théorie complètement farfelue que pour les fous. Mais là, quand on regarde certains échanges par mail, il y a beaucoup d'éléments qui interpellent. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, le mot pizza revient des milliers de fois dans ces échanges, et jamais dans les contextes qui respirent la mozzarella. Il y a par exemple en 2016, il y a Epstein qui reçoit un mail. Attention, Fini demande une pizza party ce week-end. Dans un autre échange, il y a quelqu'un qui lui envoie le lien de la chanson Zia Chandelier, donc un clip avec une enfant qui danse, accompagné de ce message. J'ai adoré la vidéo. La pizza party était incroyable. On s'est vraiment amusé. On est resté très tard et tout le monde a dormi le lendemain matin. Ah, c'est vraiment la soirée pyjama version milliardaire. Puis encore ce message qui est encore plus fou. C'est encore mieux que les biscuits chinois. On va reprendre des pizzas et soda au raisin. Personne ne saura de quoi on parle. Le genre de phrase qui, sortie de son contexte, pourrait passer pour une blague. Sauf que ici, non. Et en 2010, par mail, Epstein demande le menu d'une pizzeria située à Saint-Thomas, à quelques kilomètres de son île. Et le restaurant... Moi, je trouve ça. Moi, je dis que pourquoi personne veut dire c'est qui, là? C'est toutes des complots, quoi. Oh, finalement, c'est tous les milliardaires. Bah, ben, là. C'est rien de choquant, là. Tout le monde va être choqué, mais. Ça existe réellement. Il s'appelle Pizza Amore. Mais le problème, c'est que son site, il est quasiment vide. On voit que c'est du fake. Il n'y a pas de menu, pas d'infos. Il y a juste cette image. On voit un homme, donc, avec une pizza et un soda au raisin. Coïncidence? Non. Et en 2013, il y a son assistante, Suzanne Hamlin, qui lui envoie ce mail depuis... Non. Et en 2013, il y a son assistante, Suzanne Hamlin, qui lui envoie ce mail depuis New York. Je t'envoie 2 muffins frais avec Karina. T'as encore 2 steaks sur l'île? Tu en veux plus? Tu veux plus de glace? Envoyer des muffins, des steaks et des glaces par avion privé. Alors que l'île est à quelques minutes d'un supermarché. Ah, c'est soit le room service le plus classieux du monde, ou soit c'est autre chose. Et d'ailleurs, cette Suzanne Hamlin, en question... Hey bro, can you make me something that sounds like I just died, went to heaven in Japan, and some angels started singing to me? Elle dirigeait aussi une agence d'adoption en Floride. Kids to Families, que ça s'appelait. What the hell? C'est Moi, je pensais les familles d'accueil, familles d'adoption. Oh, je ne mettrai jamais mes enfants là-bas. Structure très discrète, sans réelle visibilité publique ni historique clair d'adoption. Et ce qui est super dérangeant, c'est que cette agence, elle a fermé pile quand l'affaire de Epstein a explosé. Encore une coïncidence, tiens. Et parmi les éléments chelous qui sont rendus, et parmi donc les éléments dégueulasses qui ont été rendus publics, il y a cette vidéo qui a attiré particulièrement mon attention. Donc là, on y voit une jeune F, donc le visage flouté, à bord d'un jet privé. Bon, dans les dossiers d'Epstein, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais ce qui intrigue, c'est l'arrière-plan. Parce que dans cet avion, on voit là un homme qui apparaît et regarde la caméra. Il sourit, tu vois, il est tout content. Sauf que bien sûr, quand cette vidéo est sortie, les internautes, ils ont reconnu le mec. Et il s'agit de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en France, Nati Mtetwa. Elle en bascule dans une autre dimension. Ambassadeur de l'Afrique du Sud en France, Nati
tais-toi. Et là, on bascule dans une autre dimension. Parce que comme par hasard, cet homme est en septembre 2025, à Paris, après une chute du 22e étage. What the hell? Version officielle, suis. Sauf que dans les dossiers Epstein, toutes les versions officielles, elles deviennent très suspectes. Sa famille, bien évidemment, elle n'y croit pas une seule seconde. Ce qui est triste, c'est que le nom de Britney Spears apparaît des centaines de fois dans ces dossiers. Ils discutent ensemble et ces conversations sont franchement inquiétantes. C'est vrai que là, récemment, Britney, elle a été à nouveau au cœur de l'actualité. Aïe, 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 aïe. Même lui, il regarde, ça se voit qu'il dort plus. Pour conduite sous l'emprise de certaines substances. Sur la 101 direction nord depuis Rancho Road, une BMW noire change de voie de façon très suspecte. Elle vient de passer Moore Park sur la voie numéro 2. La chanteuse de 44 ans a été interpellée seule pour conduite dangereuse mercredi soir dans le comté de Ventura. Des hélicoptères autour de chez elle, une surveillance constante, des interviews de ses proches qui ont été balancées à TMZ et CNN, et on relance la machine. Et tout ça donc pour une conduite sous l'emprise. Et au final, c'était découvert que ces substances serait juste l'Adderall, qui est un médicament à base d'amphétamine, prescrit notamment pour traiter le TDAH. Et donc bien sûr, dans son cas, on reparle tout de suite de prison, on reparle de sa mise sous tutelle, on reparle d'argent. Parce que là, en fait, elle vient de vendre tout son catalogue musical pour 200 millions de dollars. Donc niveau thune, elle est bien. Et bizarrement, c'est là que tout arrive et que toute sa famille se réveille. Ah, parce que sa famille, elle est dans la dumps, là, ils ont plus de sous. Donc son objectif, c'est remettre Britney sous tutelle pour lui piquer son oseille. C'est ce qu'ils ont toujours fait de toute façon. C'était une jeune fille à l'époque et ils l'ont détruite, vidée de tout, puis jetée comme si elle ne valait plus rien. Et c'est là que ça devient encore plus troublant. Pourquoi est-ce que Britney a été mentionnée 115 fois dans les fichiers Epstein? Donc dans les fichiers balancés, il y a plusieurs échanges qui ont mentionné son nom. Et parmi eux, il y a un email qui datait de 2011 où il y a un neurologue, Mark Tramo, il contacte Epstein et il évoque un projet scientifique appelé Institute for Music and Brain Science et il demande à Jeffrey la possibilité d'envoyer un projet à Britney Spears via un contact dans l'industrie musicale qu'il a. Donc ce mec, il cherchait un financement pour ce projet. Mais déjà, c'est quoi ce projet? Parce que scientifique dans leur contexte, c'est super chelou. Et surtout le timing qui est super bizarre. Parce que Britney a été internée en 2008 au UCLA Medical Center. Sa tutelle a duré de 2008 à 2021 sous le contrôle de son père et à partir de là, son état a changé radicalement. Son comportement, son apparence, tous ses discours. Déjà, beaucoup d'internautes parlent de lobotomie, qui lui ont fait quelque chose à son cerveau. Donc, c'est quand même bizarre que pendant qu'elle est sous tutelle, qu'elle est dans un état aussi chelou, ce Marc-là, il veut lui proposer un projet. Un projet de soins intensifs néonatal. Le blaze, il fait peur. Et ce Marc-là, justement, il travaille dans ces structures médicales, la UCLA. Et Britney, elle est internée dans un de ces hôpitaux. Alors, pourquoi ce projet néonatal pour Britney Spears? Pour une femme adulte qui a déjà des enfants. Pourquoi Epstein discute de ça? Cette part reste encore super sombre. Alors il y a aussi cette image-là qui circule, c'est une peinture qui a été retrouvée sur l'île. On y voit une femme allongée sur son lit, donc cette image est officielle. Et honnêtement, regardez la photo, la ressemblance est troublante. On voit clairement que c'est Britney Spears. Une femme comme figée, presque piégée dans la scène, comme si elle était enfermée dans cette image. Et là forcément, ça suscite une question. Est-ce que Jeffrey Epstein a joué un rôle pour interner Britney Spears? Ou alors au moins la faire taire. Mais il y a un autre encore plus suspect qui a été cité dans les fichiers Epstein, c'est Leonardo DiCaprio. Alors Leonardo, lui, de toute façon, il a grandi à Hollywood, donc les gens bizarres, il connaît. Alors son blaze, lui, il apparaît plusieurs fois dans les échanges. Par exemple, dans un de ces échanges, Jeffrey demande à un de ses contacts si DiCaprio serait intéressé par un dîner avec Woody Allen. Déjà, c'est suspect. Et surtout, il y a un autre mail que Epstein a envoyé à Peter Mandelson, qui est un politique anglais, et lui dit « Tu peux penser à quelqu'un en Inde, en Chine, au Japon, qui voudrait... » Les gars, je suis passionné de regarder ça. J'aime trop ça, regarder ça. En plus, gros, c'est sûr qu'il y a eu tellement de personnes. Jeffrey Epstein a fait le tour de tout le monde. Il connaît tout le monde. Il y en a qui ont fui, il y en a qui ont été tentés, qui sont tombés dans le piège. Vraiment. Une publicité de Leonardo DiCaprio, la Russie, les voitures, etc. En gros, donc, il cherche des deals à DiCaprio qui veut faire des pubs à l'étranger. C'est de l'argent facile pour lui. Mais du coup, Epstein le demande comme si c'était son agent. Mais d'où il serait l'agent de DiCaprio? Et surtout en face, c'est un homme politique britannique. Ah, Peter Mandelson, là, il s'est excusé 1000 fois d'avoir connu Jeffrey Epstein. Je savais pas du tout ce qu'il faisait. Oh, je suis désolé de l'avoir connu. Si seulement j'avais su. Oh là là. Mytho. T'es un politicien britannique déjà. D'où t'es impliqué dans des deals commerciaux avec des stars d'Hollywood. Et on s'attend encore à voir apparaître des célébrités de premier plan dans cette nouvelle vague. On a le mannequin Naomi Campbell, les acteurs Leonardo DiCaprio, Kevin Spacey, Kate Blanchett, Bruce Willis et Cameron Diaz sont mentionnés. Pareil pour le créateur de Star Wars, George Lucas, Michael Jackson et le magicien David Copperfield.
Leurs noms sont maintenant partout. Alors la plupart ont réagi en disant « Oui, alors j'étais là pour une soirée écolo ou pour sauver des baleines. » Encore une fois, personne n'est accusé ici. Mais voir ces noms sortir, ça les associe forcément à un scandale. Et c'est inquiétant. Est-ce qu'ils vont s'exprimer? Est-ce qu'il y avait une raison pour qu'ils passent du temps avec Epstein? C'est typiquement ce genre d'affaire. Un type ultra influent qui invite tout le monde. Tout le monde est comme ça en mode genre, puis ça va exploser, puis ça va être la catastrophe, les gars. Surtout Donald Trump. Il offre ses jets, ses îles, ses maisons gigantesques, ses soirées. Il a des propriétés au Nouveau-Mexique, à Paris, une des plus grandes maisons à New York. Et il dit juste « Eh, viens chez moi !» Et des gens viennent parce qu'il est riche et puissant. Ça ne veut pas forcément dire qu'il savait ce qui se passait derrière. Mais après Leonardo DiCaprio, son cas, il commence à s'alourdir. Parce que le gars, il fait des soirées avec Jeffrey Epstein, il fait des soirées avec P. Diddy. Dans ses conquêtes féminines, elles ne dépassent jamais ou très rarement 20 ans. Bon, on n'est pas au niveau de Jeffrey Epstein, mais à ce stade-là, plus personne ne fait semblant d'être choqué par lui. Après, Léo, il faut savoir que sa carrière est particulière. À Hollywood, il est très jeune. Et à Hollywood, on sait tous que les enfants stars évoluent dans un monde dégueulasse où la protection est souvent une illusion. Il a commencé à tourner sur Nickelodeon depuis tout petit. Et il a été très fortement approché, voire quand il était plus jeune, par Brian Peck. J'en avais déjà parlé. Quand tu regardes les images à l'époque, l'ambiance est bizarre. Hein. Et on le voit d'ailleurs sur ces images, comment il se caresse, comment il se touche. Mais comme ça, c'est vrai qu'on dirait que Léo, Ça, moi, je déteste qu'on me touche. il n'est pas contre le toucher non plus. Il y a des petits gestes qui sont vraiment très dégueulasses. Yeah, muscles. Look, speaking of hunky, huh? Franchement, vu le profil du personnage de Brian Peck, là, parce qu'il s'est fait condamner officiellement, ça me surprendrait pas d'apprendre qu'il l'a vraiment fait avec Léo et que ça lui a laissé des traces. Et aujourd'hui, bah, en fait, il refait la même chose à d'autres. Bref, ce monde dégueulasse me dégoûte encore plus chaque jour. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans les commentaires, écrivez Heps et je vous prépare déjà la prochaine vidéo sur le thème de Jeffrey Epstein. De toute façon, tant qu'on en parle encore un peu, je vais essayer de creuser au maximum. Vous avez raison de m'encourager là-dessus. J'ai failli abandonner, mais vu tous vos commentaires, je me suis dit, allez, on va se remettre dedans. Donc vas-y, s'il te plaît, mets un like, ne l'oublie pas. Dans les commentaires, balance-moi des nouvelles infos que toi, peut-être, t'as trouvé toi-même ou que t'as lu quelque part. En tout cas, moi, je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très. Là, les gars, ok. Là, on est en train de voir présentement l'Israël et les États-Unis. Les Américains sont en train de perdre face à l'Iran. Ils sont en train de perdre, ou soit qu'ils utilisent une nouvelle stratégie, mais là, ça devient chaud économiquement. Puis, ça se peut même qu'ils décident d'arrêter la guerre. En 2 jours, il s'est passé Déjà qu'il y a la guerre en Ukraine. beaucoup trop de choses. On a Israël qui se fait pilonner par l'Iran. And you're talking about Tel Aviv, Jim. We are looking at pictures right now. On a l'Iran qui continue à se faire éclater par les États-Unis d'Amérique. On a l'Iran qui envoie des missiles à plus de 4000 km. C'est Paris tout simplement en fait. L'Iran peut maintenant envoyer des missiles, d'après ce qu'on est en train de découvrir, directement aussi loin que Paris ou Berlin. On a les Émirats qui sortent des vidéos de propagande avec leur grande armée, comme si ils se préparaient à littéralement partir en guerre. On a ensuite Trump qui va dire que si le détroit d'Ormuz n'ouvre pas en moins de 48 heures, il va pratiquement aplatir l'Iran. C'est-à-dire qu'il va détruire toutes leurs stations électriques, leurs stations de désalinisation d'eau, et l'Iran ne pourra ni plus se chauffer, ni plus s'éclairer, ni même plus boire d'eau potable. On a l'Iran qui dit que pour se défendre, si Trump fait ça, ils vont commencer à taper partout en Occident et dans le monde entier, que ça soit des zones touristiques, des parcs de divertissement, des endroits où il y a des gens tout simplement. Puis Trump finalement annonce qu'il va signer un deal, un pacte avec l'Iran. L'Iran refuse, ça n'a aucun sens qui est en train de se dérouler. La guerre n'a jamais été autant incompréhensible qu'aujourd'hui. Donc on va regarder tous ces sujets ensemble avec les vidéos, les explications. J'ai aussi pas mal de théories à avancer. Ça part en couille, les gars. On aime ça quand il y a du pire. Et on aime ça quand il y a des problèmes. Mais s'il vous plaît, je pas envie d'être dedans. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu raison. J'espère que pour celle-ci, je vais avoir tort à 100%. Si ce n'est pas fait, n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne. On est presque 1 million d'abonnés. C'est magnifique. Et surtout, ça m'encourage à continuer. Alors déjà, c'était pas arrivé depuis un moment, mais il semblerait que l'Iran, soit parce qu'ils arrivent à surcharger le fameux dôme de fer israélien, ou bien parce qu'ils envoient des missiles qui vont beaucoup plus vite qu'avant. J'en ai aucune idée, hein. Je travaille pas au secret défense. Mais maintenant, il y a des missiles qui touchent Israël. And you're talking about Tel Aviv, Jim. We are looking at pictures right now. Oh, we are looking at pictures of Tel Aviv, what you're describing. Oh, Jesus. Oh, God. Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. Please do, Jim. Please do.
They're coming down. One just about. Et, Attends, mais il y a des missiles littéralement il y en voit plusieurs là. They're coming down. One just about. We gotta go inside. Whoa. 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 All right, so check out how cool this. Hey. Ah, c'est chaud là. Ils ont plus de munitions. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'ils vont devoir utiliser la nuit? Alors, là où ça a beaucoup fait parler, même si c'est quelque chose de terrible hein, déjà que des missiles touchent le sol d'un pays comme ça, qu'importe le pays, hein, j'ai dit exactement la même chose pour l'Iran, hein, et pour tous les autres pays qui sont en guerre, c'est terrible. Quoi qu'il arrive, là où les gens en parlent beaucoup, c'est parce qu'il y en a quelques-uns qui apparemment se seraient rapprochés et auraient explosé à 15-20 km d'un centre de recherche nucléaire en Israël. An Iranian missile made it through the Israeli air defenses and came down in the southern Israeli town of Dimona. Dimona is in the southern desert there and very near the Natanz Nuclear Research Center. Alors ça c'est la version plutôt sérieuse des médias étrangers. En France on va direct dire des centrales nucléaires ont été visées en Israël. C'est ni des centrales nucléaires et elles ont pas non plus été visées, ça a tapé quand même assez proche, mais assez proche 20 km. Hein. C'est pas non plus le site directement. Mais bon, en parallèle de tout ça, il y a aussi l'Iran qui va envoyer 2 missiles à plus de 4000 km de chez eux. Et avec ce genre de distance, on peut pratiquement parler en fait de missiles intercontinentaux. Des missiles où t'as un pays d'un continent peut tirer sur un autre pays dans un autre continent. Et ça craint. En tout cas, ça fait flipper. Alors Trump, ça fait un moment qu'il fait que le répéter. En même temps, Trump, il dit aussi beaucoup de choses. Mais en l'occurrence, ça, il avait quand même call. Hein. Ça fait un moment qu'il explique que l'Iran est déjà capable d'envoyer des missiles en Europe. Par exemple, sur Londres ou sur Paris. Et qu'ils ont les capacités. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. On a aussi Israël, évidemment, avec le chef d'état-major de Tsahal, qui dit que ça, c'est simplement pour prouver à l'Europe qu'on est les prochains. Ces missiles n'étaient pas destinés à atteindre Israël. Leur portée permet d'atteindre les capitales européennes que sont Berlin, Paris et Rome. Toutes ces villes se trouvent à portée de menaces directes. Et puis les États-Unis aussi, hein, dans leur news, ils vont faire toutes ces cartes où ils vont montrer que l'Iran maintenant peut envoyer des missiles jusque chez nous, dans nos capitales. The attempted attack suggests the reach of Iran's missile capabilities may be much longer than expected, as Diego Garcia is 2,500 miles from Iran. Given that range, more European countries could be at risk of a missile strike. Alors, il y a eu des recherches, des analyses qui ont été faites après ça. Il faut savoir que les 2 missiles ont rien... Moi qui venais toujours de reprendre la musculation, les gars. Je voulais devenir riche. touché. Il y en a un qui est tombé trop tôt ou est tombé un peu n'importe où, et l'autre il a été intercepté. En Europe, la version officielle, c'est que non, l'Iran peut pas nous envoyer des missiles, et la seule façon qu'ils ont trouvé de nous faire peur comme ça et d'envoyer des trucs aussi loin, c'est parce qu'en fait ils étaient vides. Voilà, il n'y avait pas d'explosifs dedans, c'était des missiles à vide, donc ça va plus loin. Je suis pas un expert. Ça me semble un peu bullshit comme explication. Bah écoutez, en tout cas, nos gouvernements, c'est ce qu'ils racontent. On va peut-être les croire, hein. Eux, de leur côté, l'Iran, ils jouent la carte à fond la caisse, hein, parce que évidemment tout ça c'était une démonstration de force, et ils vont poster des cartes en montrant un petit peu comme des genres d'éco-radars. Oui, on peut toucher là, on peut toucher ici, on peut tirer aussi loin. Bon, en gros, tout le monde est en train de jouer à leur jeu, c'est-à-dire de se poser la question de merde, est-ce qu'ils peuvent réellement nous toucher? Avec ce qui se passe, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais il y a les Émirats Arabes Unis qui ne sont pas contents de tout ce qui est en train de se dérouler. Et là, ils vont poster une vidéo avec un défilé de leur armée, comme s'ils se préparaient à partir en guerre. Bon, on arrive au gros du sujet, le nœud incompréhensible. Et peut-être Trump qui admet qu'il a perdu la guerre. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est trop bizarre. C'est même décevant pour les personnes qui espéraient un changement de régime. Donc déjà, premièrement, il va s'énerver et il va donner 48 heures à l'Iran pour réouvrir le détroit d'Ormuz. Et il va indiquer que s'ils le font pas, bon, il va les exploser. Il va commencer par toucher toutes les centrales électriques, les centres de désalinisation de l'eau, parce que ça leur sert aussi pour boire, et puis plein d'autres trucs, d'accord? Pendant qu'il raconte tout ça, il continue à les bombarder, parce que la guerre ne s'arrête jamais. Je sais qu'on a l'impression qu'entre les vidéos, bon, les gens dorment ou ils font leur vie. Non, en fait, la guerre ne s'arrête jamais depuis maintenant 21 jours, je pense.
Et puis sorti nulle part, il indique que finalement, l'ultimatum, c'est pas pour le moment. Il met tout en pause parce qu'il est en train de trouver un arrangement avec le gouvernement iranien. Là déjà où c'est bizarre, c'est parce que à quel moment il signe un arrangement avec le régime en place, mais surtout, il va pas dire le régime, il va changer un petit peu comme ça de champ lexical, il va dire avec l'Iran, tout simplement. Au moment où il va dire ça, Trump, d'un seul coup, le prix du pétrole, le baril, bam, il y a tout qui va tomber. Vous savez très bien que quand il y a la guerre, quand on sait pas trop si le détroit est fermé ou ouvert, peu importe, bon bah, le prix du pétrole va monter, du baril, et quand ça se calme, il y a tout qui va tomber d'un coup. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a beaucoup de personnes dans le trading qui vont faire du blé. Soit tu paries à la hausse, levier ou non. J'aurais dû commencer le trading. Donc on fait beaucoup d'argent là ces derniers jours comme ça, soit tu vas shorter, tu vas parier à la baisse. Ce qui est aussi une évidence quand t'es certain que c'est la fin de la guerre, bon bah tu paries à la baisse et tu vas faire ton argent comme ça. Et ça va même plus loin que ça parce que la bourse en elle-même, le marché entier, il y a des centaines de milliards qui d'un seul coup vont être injectés. Il y a beaucoup de gens qui vont remettre de l'argent dans le marché parce que ça annonce probablement un marché en hausse. Si la guerre est finie, bon l'économie elle repart de plus belle et tout le monde il voit midi à 14h. Et puis là, plot twist, impossible à voir arriver, il y a l'Iran qui va dire que c'est faux. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Ils ont jamais, ne serait-ce que contacté Trump, ils se sont pas parlé et il n'y a pas du tout d'engagement qui est en train d'être signé d'un côté ou de l'autre. Ils sont pas potes. C'est toujours la guerre. Trump, il va annoncer qu'il comprend pas pourquoi il dit ça, parce que c'est faux. Ils ont parlé longtemps au téléphone comme des bestas et ils sont en train de régler la situation. Et normalement, c'est bientôt fini. Et il y aura plus de guerre, il y aura plus rien et tout rentrera dans l'ordre. Il y a l'Iran qui va répondre en disant que c'est du mytho total et que Trump, il fait ça uniquement pour truquer et manipuler la bourse, et notamment le prix du baril. Ce qui ne me choquerait pas de la part de Trump. En toute honnêteté. Même si là, ça serait très culotté. D'ailleurs, en plus de tout ça, il y a le président du Parlement iranien qui va carrément prendre parole en disant « Nous, on veut que les gens y paient. Maintenant, on est là pour la vengeance. » Et il n'y a aucune négociation avec Trump. Ça, c'est des fausses informations. Nous, on a une mission à mener, on va la mener jusqu'au bout. C'est quand même extrêmement bizarre. Il y a littéralement 1 heure, au moment où là, je suis en train de tourner cette vidéo, il y a 3/4 d'heure, il y a Trump qui va carrément prendre la parole en sortant ou à l'entrée de son avion présidentiel. Et puis va nous expliquer plusieurs choses. Déjà, il va dire que si, il a parlé avec le gouvernement iranien, mais peut-être qu'à force de leur détruire toute leur communication, ils n'arrivent plus à communiquer entre eux. Iran's foreign ministry says you're not telling the truth when it comes to productive conversations to end the war. Well, they're going to have to get themselves better public relations people. We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. Alors, les gens, ils vont se demander si il a parlé avec le nouveau guide suprême, le fils de l'ancien guide suprême Khamenei. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely... Bruh. Ils ont tout détruit, donc il peut plus communiquer avec eux, genre. C'est quelque chose. This is the end. C'est la fin, c'est ça. Phase 3, but we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. You know, it's a little Donald Trump, il est plus capable d'arrêter une seule guerre. tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the Son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the Son. I tried everything. Coffee, Pomodoro, and binaural beats. But nothing Là, du coup, on peut se poser la question, mais alors, c'est qui dirige d'après Trump? Il a parlé avec le dirigeant, mais c'est qui? Mais il va surenchérir en expliquant que c'est même pas lui, c'est même pas les États-Unis qui ont contacté l'Iran, mais l'inverse. So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal, and it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. I think that Iran, if we didn't bomb them with the B-2 bombers, they would have had a nuclear weapon within 2 weeks to a month. And if they had a nuclear weapon, they would have used it as soon as they got it. We didn't use the B-2 bombers, which are unbelievable. We just ordered 22 more of them. Modern version, by the way, super modern version. If we didn't hit them with the B-2 bombers, they would have had, within 2 weeks of that attack, that's why we hit them, because we knew they would have had a nuclear weapon. They would have used it on
Israel and the entire Middle East. Et là, peut-être la question la plus importante de ce discours, ils vont demander à Trump, mais alors, au final, c'est qui va gérer et qui va posséder le détroit d'Ormuz? What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Est-ce qu'on est surpris? Et pourtant, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées au sein de ce gouvernement Trump dans cette dernière élection. Il y a plein de choses qui, j'estime, étaient nécessaires pour leur pays. Hein. Ça partait vraiment en cacahuète, comme ça part en cacahuète un peu partout, hein, mais chez eux, ça partait aussi en cacahuète pas mal. Et il a fait beaucoup de choses qui étaient, je pense, nécessaires. Et ils sont encore en train d'essayer de nettoyer la catastrophe qui a été Biden sur leur territoire. Mais là, c'est difficile d'accepter son double discours qui tient depuis plus d'1 an, où il veut le prix Nobel de la paix parce qu'il a dit que grâce à lui, il n'y aurait plus aucune guerre sur Terre. Et bon, des guerres, au final, il en fait quand même beaucoup. Bon, sinon, on a la Slovénie qui commence à rationner dans les stations-service l'essence et le diesel parce que ils n'ont pas assez d'approvisionnement. Donc maintenant, les personnes sont limitées à 30 litres par jour. Et puis en plus de ça, on a l'Australie. Je vous en avais déjà parlé. Hein. L'Australie qui n'avait que 1 mois de réserve au grand maximum, 28 jours. Bon, là, ils en ont plus. Petrol prices in regional New South Wales are soaring as demand continues to surge. Here at Armidale's Kinetic, the price for both unleaded and diesel is sitting at $3.39 per litre, the highest in the state. We're just chasing diesel and we can't get it. I don't know how people are going to manage. Really don't. Il y a quelque chose aussi que les gens ne parlent pas trop, mais ça arrivait à quelques reprises que l'Iran ait dit publiquement qu'il y avait certaines attaques. Alors, ils en ont assumé beaucoup, hein, mais il y a certaines attaques. Pour eux, c'est des false flags, en fait. Des attaques sous faux drapeau. Une attaque sous faux drapeau, c'est simple. C'est quand, en fait, tu vas faire croire à un pays qu'un autre pays l'attaque, imaginons, alors qu'en fait, c'est toi qui l'as attaqué. Mais tu vas leur faire croire que c'est lui, comme ça, eux, ils vont s'énerver contre les autres et pas contre toi. Parce que là, Trump, il y a notamment une très grande partie du peuple iranien qui compte sur lui pour que le régime islamiste d'Iran s'effondre et qu'il redevienne un pays où il fait bon vivre, où les femmes elles ont leurs droits, où elles ont le droit de travailler, elles ont le droit de sortir sans être voilées, où elles ont le droit de conduire, enfin tout ça d'accord. Mais là, elle est en train d'expliquer que finalement, il est en train de signer un deal avec l'Iran, mais les gens au pouvoir en Iran là, c'est toujours le régime islamiste, hein. Ça n'a pas changé. Alors oui, certes, toutes les personnes avant sont mortes, mais les personnes qui ont pris leur place, ils ont exactement le même cheminement de pensée. On savait tous très bien que de toute façon, si les États-Unis ils ont démarré cette guerre, c'était uniquement pour en tirer du profit. On le savait très bien. Israël les a un peu tirés dedans, bon, ils sont partis ensemble. Mais le big picture, c'était pour beaucoup de personnes de se dire, ok, ça craint parce que les États-Unis font ça vraiment pour leurs pommes, mais le peuple iranien peut en tirer un bénéfice en récupérant un pays qui est plus fonctionnel et un pays dans lequel ils seront pas oppressés. Mais là, au final, si ça s'arrête comme ça et qu'il y a un deal de signé, alors les Iraniens, ils sont toujours dans la même merde, mais en plus de ça, il y a la moitié du pays qui s'est fait bombarder et par-dessus tout, ils perdent en souveraineté parce qu'en même temps, il y a Trump qui va co-gérer avec eux le détroit d'Ormuz, récupérer dans ses poches qu'il a envie de récupérer. J'ai l'impression que les plus grands perdants jusqu'à maintenant, et surtout si ça s'arrête comme ça va vraiment être le peuple iranien. Je parle des citoyens, quoi. Parce que si c'est pour faire tout ce qui a été fait, et qu'à la fin, ça change pas pour eux, franchement, ça craint. Franchement, quand même. Yo, pauvre Iranien, man, pauvre. Pense à eux, les gars.